Maintenant que le sang a coulé en amont, l'heure serait peut-être venue pour que ça pète une bonne fois pour toutes. Qu'en dites-vous ? Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode déjà de la saison 2 de la série House of the Dragon. Je vous invite comme à chaque fois à vous reporter sur ma vidéo Capture Clap dédiée à cette série, que vous trouverez également dans ma playlist Game of Thrones House of the Dragon. Et comme à chaque fois, j'ouvre une partie dédiée à vos commentaires de la vidéo précédente. Et là, ça me tenait vraiment à cœur de le faire parce que je constate que ma vidéo précédente n'a pas beaucoup plu apparemment. Non pas pour le niveau d'analyse, mais pour tout un tas d'autres raisons que je vais aborder tout à l'heure. Et par exemple, il y a des gens qui n'ont pas aimé ma blague sur le petit moineau Daemon. Ah les gars, c'était une blague. Voilà, c'était de l'humour. Le principe du second degré est de dire l'inverse de ce qu'on pense. Parce que oui, en vérité, le moineau Daemon n'est en fait pas si petit que ça, il est juste pas au garde à vous. Mais nous n'allons pas en faire tout un sujet. Comme vous vous en doutez, cette vidéo va spoiler à bloc l'épisode 2 de la saison 4, donc soyez prévenus. Et pour ceux qui m'ont suivi depuis le début sans l'avoir fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, un petit clic, on n'en parle plus. N'oubliez pas aussi que j'ai donné mon avis sur la politique de façon assez mesurée, rassurez-vous, sur mon Patreon, un podcast que j'ai créé pour remercier les gens qui me soutiennent financièrement. Bref, rentrons dans le vif. Nous commençons gentiment cet épisode dans un nouveau fanservice de Millie Alcock dans sa jeune version de Rhaenyra. Parce que oui, pendant que tout le monde se fait la guerre, Daemon lui reste coincé dans ses visions bizarres. Et il me semble que la série nous pousse à croire que plus l'histoire avance, plus la fracture entre Daemon et Rhaenyra grandira. Et en plus ça rime, ça c'est beau. En se réveillant une bonne fois pour toutes, en tout cas je l'espère, il discute avec Simon Ford et je sais pas si c'est fait exprès mais on voit un plan sur un bouc noir et j'imagine que c'est un signe d'incantation ou de sorcellerie. Bref, en tout cas on comprend pourquoi le château est devenu aussi nul et incompétent car on y rencontre Oscar Tully, petit-fils de Grover Tully, qui est beaucoup trop jeune et n'a donc pas l'expérience pour régner, en tout cas pour l'instant. Ce faisant, Daemon va se contenter du peu qu'il a, donc créer une alliance avec les Nerbosques. D'ailleurs souvenez-vous, la semaine dernière je vous ai parlé d'Alice River et c'est potentiel pouvoir qui se manifeste par les visions de Daemon. Alors je parle de pouvoir mais on peut simplement utiliser le terme breuvage que Daemon boit en pensant régler ses problèmes de sommeil alors qu'en fait Mais ces visions vont surtout symboliser le fait que Daemon n'a que très peu de contrôle sur Harrenhal. Je crois que je dis Harrenhal. En fait, on dit Harrenhal. Bref. Et qu'il n'en tirera pas grand chose ici au sein de cette guerre. Et ça, on le comprend très bien lors du conseil de Port-Réal, puisque d'une part, Larys Fort est très bien placé pour le savoir du fait qu'il venait de cette maison, et d'une autre parce qu'Aemon lui aussi a l'air d'avoir un lien caché dans ce lieu, mais pour l'instant, la série se garde bien de nous le dire. Et je ne peux pas vous en dire plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce qu'on voit dans cet épisode, donc Daemon encore une fois troublé par son sommeil et ses visions bizarres, où il fera enfin la connaissance d'Alice Rivers. Vous savez, dans sa cuisine de sorcière, on se croirait presque dans Blanche-Neige, je veux dire, avec des ingrédients partout, les bougies fondues sur les murs, la lumière très jaunâtre. Là, on se croirait presque dans une maison hantée où c'est carrément le festival du fanservice, car évidemment, les visions profiteront à la série de faire revivre les morts, un petit peu comme Laena Velaryon. Pendant ce temps, à Port-Réal, Orwell nous prépare un petit thé, vous savez, le fameux breuvage non assumé qui nous permet d'éviter les grossesses accidentelles. Et sur le moment, je me suis demandé à qui il pouvait être bien destiné. Et bien évidemment, à Alicent, puisqu'il y a qu'elle qui fait des galipettes avec Kristen Cole depuis le début. En revanche, je ne savais pas que la série allait nous montrer de façon plus explicite, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Lors du conseil, nous remarquons qu'Aegon n'a absolument aucun contrôle sur la guerre. Tout le monde agit à sa place, notamment Aemon, qui s'avère être beaucoup plus stratège que son frère. Et ça, je pense que à plusieurs reprises, il le montrera dans l'épisode. La série nous fait comprendre que parmi toutes ces batailles qu'on n'a pas vues à l'écran, il y en a une qui pourrait devenir un tournant dans cette guerre, repos des freux. D'ailleurs, lors de ce conseil, Aemon aura le droit à sa petite revanche suite à son humiliation dans les bordels de Port-Réal, où Aegon se moquait de lui. Il lui fait comprendre subtilement en valérien: pendant que tu te moquais de moi, j'étais en train de faire ta guerre. Et c'est dans cette scène qu'on remarquera la petite complicité secrète entre Larys et Aemon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont l'air de bien savoir ce qui se passe à Harrenhal. Pour eux, il est évident que quelque chose va ronger Daemon de l'intérieur et l'empêcher d'avancer dans cette guerre. Tout le monde a les yeux tournés vers Harrenhal et c'est justement pour ça
que repos les Freux reste la meilleure stratégie, alors que ce petit château est totalement affaibli. On remarquera d'ailleurs que le rôle d'Alicent dans toute cette histoire n'est plus du tout politique. Elle n'a plus le rôle qu'elle avait dans la première saison, et ce qui suit la dépasse complètement. La seule chose qu'elle voit, c'est que des gens vont s'entretuer pour poser un cul sur un fauteuil de fer. Ce qui nous emmène sur une scène que j'ai trouvée excellente. Nous avons une sorte de mise au point, un dialogue entre Aegon et sa mère. Ce dernier se plaint de n'avoir aucun contrôle. Et Alicent le rétorque, mais contente-toi d'être heureux mon gars. C'est tellement peu par rapport au sacrifice qu'il a fallu faire pour en arriver là. Tout ce qu'il a à faire, c'est la boucler et laisser les vrais expérimentés parler. On en revient donc au même point où on en était dans la première saison. Vous savez, l'époque où Aegon fuyait pour ne pas se faire couronner, car il n'avait ni la volonté pour devenir roi, ni la formation. Et malheureusement, les choses n'ont jamais vraiment changé. Enfin, même si la volonté lui est un petit peu venu, malheureusement l'expérience, le temps et la formation ne lui permettent pas. Hélas, l'incompétence d'Aegon va au fond de lui créer une frustration grandissante qui va l'emmener sur un terrain dangereux, bourré, à dos de dragon. Mais avant que les choses pètent une bonne fois pour toutes, nous avons Père Dragon sur sa défensive. Par exemple, quelqu'un soulève un truc intéressant que je n'avais pas dit dans la vidéo précédente. Pourquoi Baela ne crame pas la forêt? Genre, elle avait peur pour l'écologie et sa seule réponse est « Bah fais-le toi ». Oui d'accord, mais pourquoi toi tu l'as pas fait? C'est un peu bizarre. Mais ce qu'on y remarque surtout à Père Dragon, c'est que le conseil est autant paumé du côté des Noirs que chez les Verts. Les deux côtés n'écoutent pas leur roi ou leur reine, bien que Corlys va y remettre un petit peu d'ordre dans tout ce bazar. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tout le monde se met à l'écouter, parce qu'il ne me semble pas que Corlys hiérarchiquement soit plus au-dessus que les autres. Ma théorie est le fait qu'il est le seigneur qui contrôle le plus de choses, notamment des bateaux et, l'approvisionnement de Westeros. Et tandis que Rhaenyra revient de vacances, parce que oui c'est clairement ça, elle a pris des vacances, voilà, elle est tranquille, elle revient, elle a pris des couleurs, Rhaenys se propose pour empêcher Cole d'avancer à dos de dragon. Ce qui veut dire que nous allons bientôt assister à un tournant dans la danse des dragons. Ce qui va suivre va changer la série, ce qui explique aussi pourquoi on a choisi cet événement pour marquer la fin de la première moitié de la saison. Je parle bien sûr du siège de Repos les Freux. Avant ça, rappelons que Criston Cole en armée, château en château, va punir les traîtres, mais il y a quand même un temps d'arrêt avant qu'il ne tranche la tête de Lord Sombrelin. Ce dernier lui fait bien comprendre que Cole a basculé et que le destin ne sera pas tendre en sa faveur. Mais alors comment? On le verra bien. Et c'est là qu'on assiste enfin au spectacle. Déjà, on le sentait venir, hein. On voyait les armées monter, de plus en plus les trompettes, tout ça, et là on se disait... là, tu sens que ça a pété. Et je n'ai pas envie de dire que la série ne décolle que maintenant, car il s'était déjà passé beaucoup de choses d'un point de vue politique, mais là, House of the Dragon va une fois de plus nous expliquer comment détruire en 15 minutes les hommes de pouvoir, The Witcher de Netflix, ou même The Acolyte, qui je le rappelle coûte presque aussi cher. Dans cet épisode, on se tape l'équivalent d'un mini Seigneur des Anneaux. Là, on a vraiment eu un mini gouffre de Helm. C'est beau, c'est stratégique, c'est rebeau. Le terme danse des dragons vient d'ailleurs de là. Voir des dragons s'affronter en tournoyant dans le ciel. On remarque qu'Aemon avait forcément planifié l'arrivée d'un dragon durant la bataille, parce que ce personnage est extrêmement intelligent, d'où le fait de laisser dormir Vhagar dans la forêt comme un bon gros chien-chien. Et c'est à se demander si Aemon ne souhaite pas laisser son frère mourir pendant la bataille, pour prendre sa place plus tard. Et si on a tous pensé à ça, on a tous eu du nez, car il va carrément tenter de tuer son frère à plusieurs reprises. D'ailleurs, une petite subtilité qu'il n'y avait pas dans le livre, mais ici dans la série, Aemon brûle délibérément son frère. Il a vraiment cette volonté de faire, de l'achever. Alors que dans le livre, c'est vraiment très brouillon, on sait pas trop ce qui se passe, il y a du feu, il y a du sang, il y a des dragons partout, ça explose. Mais c'est vraiment extrêmement confus, alors que là c'est beaucoup plus clair. Hélas, la série continue de suivre fidèlement le livre, car Rhaenys tombe au combat face à un Aemon qui tue délibérément, et cette fois-ci non pas par accident comme la dernière fois. Il a vraiment ce regard sur son dragon qui change complètement. Et suite à ce massacre, Aegon a tout l'air de s'être transformé en Anakin suite à son combat contre Obi-Wan. On lui souhaite tous donc un très bon rétablissement. Il en aura besoin. Alors cet épisode a répondu à beaucoup de questions concernant le livre. En lisant ce dernier, j'ai constaté un trop grand nombre de batailles pour une seule saison, et ici je constate que la saison 2 a décidé de simplement ne pas les montrer, et de les raconter hors champ, un petit peu comme l'introduction de cet épisode. Et même si on ne voit rien, on a toujours des plans magnifiques,
sur des armées, des champs de bataille morts, des soldats fatigués sur une composition d'images impeccable. Et finalement, lorsqu'on voit l'intensité des scènes d'action dignes du cinéma, on comprend pourquoi on ne peut pas tout nous montrer à l'écran forcément. Je rappelle encore une fois que le budget de cette série est presque semblable à celui de The Acolyte. Oui, je sais, je force avec cette série. Et malheureusement, ce n'est pas la dernière fois. Bien, nous allons pouvoir gentiment entrer dans la discussion libre de cette vidéo. Je vais commencer par répondre de façon générale à des gens qui se sont manifestés dans les commentaires sur un sujet en particulier. Premièrement, je commence à en avoir marre des gens qui se plaignent qu'apparemment je spoil le livre. Et je me rends compte que la plupart des gens qui se plaignent qu'apparemment je spoil le livre sont des gens qui, évidemment, comme par hasard, n'ont pas lu ce même livre. Alors, soyons clairs, je ne spoil jamais le livre. D'ailleurs, et ça, je pense que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, notamment dans cette vidéo que je vous ai recommandé plusieurs fois, mais le livre et la série, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas comment ils vont raconter l'histoire du livre dans la série. Le livre raconte une succession de témoignages différents, donc de témoignages imaginaires, que la série va trancher par la suite. Donc je n'ai vraiment aucune idée de quelle façon la série va aborder les événements de ce même livre. Donc la seule chose que je parviens à faire dans mes vidéos, c'est juste des petits clins d'œil que seules les personnes qui ont lu le livre peuvent comprendre. Mais sorti de leur contexte, si vous n'avez pas lu Feu et Sang, c'est impossible de comprendre de quoi je parle. Mais vraiment impossible. En revanche, je sais très bien pourquoi des personnes se sont plaintes dans ma vidéo précédente. Le fait que je spoil sans m'en rendre compte. Je pense que c'est parce que je cite la potentielle mort de Damon près de l'arbre. Mais sauf que ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Alice Rivers dans le même épisode que ces mêmes personnes sont censées avoir déjà regardé. Mais vu qu'une partie des gens n'écoutent pas les dialogues de la série ou du film qu'ils sont censés avoir regardé, ils pensent avoir été spoilés parce que je dis ça. Alors que non, tu n'as juste pas écouté l'épisode. Pareil, les gens se plaignent du fait que je dise que Alice Rivers a des pouvoirs. Sauf qu'en vérité, je ne spoile rien du livre, je ne fais que décrire ce qu'on voit dans ce même épisode. Puisqu'en effet, Damon se fait transporter dans une vision. Vision qui ne peut être que provoquée par Alice Rivers, puisque c'est elle qui lance dans la série la prophétie. You will die in this place. Donc voilà, ce genre de reproche commence doucement mais sûrement à me gaver. Avec les compliments, évidemment. Deuxièmement, il y a des gens en quantité, donc plus d'une dizaine de personnes qui ont dû me reprendre par rapport à ce que j'ai dit sur ma vidéo précédente sur les questions des distances. J'avais dit que ça m'avait choqué le fait qu'on se TP de Père Dragon à Port-Réal d'une scène à l'autre. Et on m'a précisé, bah t'es gentil mec. Mais sauf que Père Dragon et Port-Réal, eh bien en vérité c'est juste à côté. Enfin à côté, en tout cas c'est accessible en quelques heures à cheval. Oui c'est vrai, mais ça ne retire en rien tout ce que j'ai dit par rapport à l'utilité de cette scène. Non mais déjà rendez-vous compte, Rhaenyra qui fait du Hitman au château où le royaume entier veut sa mort, alors qu'elle pourrait très bien se faire reconnaître par une servante ou quelqu'un d'autre. En fait moi ce qui m'a choqué, c'est surtout l'effet de transition extrêmement brut à laquelle Game of Thrones ne m'avait jamais habitué. Par exemple, lorsque l'un des jumeaux s'infiltre à Père Dragon pour tenter d'assassiner Rhaenyra, eh bien, il y a une transition qui se fait au fur et à mesure de l'épisode. Donc ça sous-entend que du temps s'écoule entre temps. Mais le fait de faire une ellipse aussi brutale me donne presque l'impression qu'on se téléporte, ce qui me renvoie à ce commentaire que j'avais pourtant contredit la semaine dernière, sur le fait qu'on commence à se retrouver avec à peu près les mêmes travers de la saison 7 et 8. En effet, souvenez-vous des ellipses de psychopathes au sein d'un seul et même épisode afin de rattraper le peu de temps qu'ils avaient pour raconter leur histoire dans une seule saison. Vraiment, l'épisode sur la glace, ça m'avait fumé. Et pourtant, ce n'est pas impossible. C'est juste extrêmement perturbant en termes de montage pur. Mais la grande différence pour moi, c'est que cette scène, je dirais pas que c'était inutile. Je dirais juste que c'est beaucoup trop tôt. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Cela dit, la série est remontée dans mon estime dans cet épisode 4 du fait que justement, l'absence de Rhaenyra se fait sentir au conseil à cause des problèmes de distance. En quelques jours à peine, il se passe une tonne de choses. De plus, voir Jacques exploser lorsqu'il apprend les intentions de sa mère m'a rassuré sur la crédibilité de cette série. Nous continuons sur le commentaire très intéressant de Solène Boutier qui nous dit « Je pensais que tu soulignerais le personnage de Rhaenys qui, au détriment de Rhaenyra dans cet épisode, a su se montrer en tant que sage gouvernante telle qu'elle n'a jamais été. Mais le personnage est fort et aurait pu être mis plus à l'honneur pour éduquer Rhaenyra dans son rôle de souveraine grâce à son expérience. » Eh bien oui, ce commentaire est intéressant puisqu'on revient à la source de la thématique de Feu et Sang. La volonté de s'appuyer sur les traditions fait qu'on est passé à côté d'une reine pragmatique comme Rhaenys, tandis que Rhaenyra, même si elle est aussi une femme, n'a peut-être pas les épaules pour gouverner. C'est à croire que le cycle provoqué par son père recommence, mais dans le sens opposé. Nous continuons avec LS Whipstan qui nous dit « Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais ils ont rajouté un nouvel élément dans le générique, retraçant les événements de l'épisode 1 et 2 avec la mort de Jaehaerys Targaryen, le fils de Helena,
est le petit-fils de la reine Alicent. Cela prouve bien que cet événement tragique a une grande influence dans la danse dragon et bien entendu dans l'histoire des Targaryens. On peut le reconnaître avec la tête cousue mais décapitée par Blood and Cheese, et ce n'est absolument pas un hasard si on revoit son corps avec la version jeune de Rhaenyra dans l'hallucination de Daemon, vu que ce dernier a joué un rôle majeur dans son assassinat. HBO a vraiment pensé à tout. Et bien heureusement que t'es là, car de mon côté, j'avais zappé le générique comme un gros porc. Par contre, j'insiste toujours pour dire que faire revenir Millie Alcock est clairement du fanservice. Je pense qu'Emma Darcy aurait fait largement l'affaire pour la thématique de la scène. Mais par contre, c'est vrai que cette scène peut être interprétée différemment. On peut s'imaginer que Rhaenyra tente de renouer les liens malgré le fait que l'enfant a été décapité, donc d'où le fait de le recoudre elle-même. Elle essaie en quelque sorte de recoller les morceaux sous le regard de Daemon plein de culpabilité. Et donc la prophétie de sa mort par Alice Rivers est un petit peu comme une sorte de punition. Une punition pour avoir touché un Targaryen. Tu ne touches pas un Targaryen. Tu ne touches pas ton propre sang. Au passage, j'ai jeté un coup d'œil dans le générique de l'épisode d'aujourd'hui et je n'ai pas l'impression qu'il ait changé. Ce qui signifie que la série ne considère pas que quelque chose de mémorable s'est déroulé récemment et je suis prêt à parier que l'épisode 5 montrera la bataille de Repos-les-Freux. Bref, beaucoup de choses à dire. Nous pouvons maintenant conclure. C'était donc un épisode plus court que les autres, 55 minutes, mais pas moins intense. À chaque fois qu'on pense que c'est la fin, il y a toujours une autre scène arrière qui nous engouffre de plus en plus dans les enfers. Vous savez, la presse américaine avait déclaré que l'épisode 2 était le meilleur des 4 premiers, mais pour moi, il ne fait aucun doute que l'épisode 4 est aussi bon que le deuxième. Disons que l'épisode 2 est très bon dans le sens poétique du terme, mais l'épisode 4 est excellent dans le sens Game of Thrones du terme. Il arrive au bon moment, là où la série commençait légèrement à stagner, il parvient proprement à boucler cette première moitié de saison 2. En bref, cet épisode 4 m'a rappelé en quoi cette série est une petite dinguerie et il me tarde de voir les conséquences dès l'épisode 5. Mais pour l'heure, les commentaires sont à votre disposition pour me faire part de vos analyses. Je me ferai un plaisir de mettre en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans une autre vidéo, en tout cas si j'en fais une. Et en attendant, n'oubliez pas que mon avis sur la politique est disponible sur mon Patreon, donc n'hésitez pas à y faire un tour en cliquant sur le lien dans la description ou encore en commentaire épinglé, juste au-dessus de mon lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.